Salut et bienvenue dans Face à Pierrot. La première question est de Benjamin Meunier. Pierre, penses-tu que l'affect puisse entrer en ligne de compte pour le choix de Thierry Henry, des joueurs de plus de 23 ans au JO? C'est peut-être mal le connaître, mais je me dis que dans ce cas-là, on peut avoir envie de choisir des relais de confiance pour encadrer les jeunes. Il y a quand même une différence entre l'affect et une relation de confiance. Je pense que le choix de ces 3 joueurs de plus de 23 ans est extrêmement important parce qu'ils vont quand même avoir une vocation de guide et de grand frère dans cette équipe et qu'il faut effectivement que leur aura soit supérieure. Et le fait est que c'est pas parce que tu as forcément plus de 23 ans que tu as une aura et que tu as ce rôle, que tu peux avoir ce rôle de transmission envers les plus jeunes. Donc je pense que c'est un choix extrêmement important qui doit en plus pouvoir conditionner les vraies chances de l'équipe de France dans ces JO. Et confiance à Titi pour faire le bon choix. Benjamin Meunier toujours. Question perso, es-tu fâché avec des joueurs de France 98? Non. Non. Plein de copains. Plein. Blanc, Djorkaeff, Dugarry, Carambeu, voilà, plein de... Et que des souvenirs extraordinaires avec ces mecs qui étaient d'abord des joueurs fantastiques et qui en plus avaient un QI très nettement au-dessus de la moyenne. Benjamin Meunier toujours, c'est une spéciale. Tu parlais la semaine dernière du dénigrement constant du journal de l'équipe contre Strasbourg. Était-ce déjà le cas à l'époque où tu travaillais à Coesdu? Oui, alors ça fait 19 ans que je suis parti de l'équipe, donc ça sert à rien de comparer à cette époque. Je pense que à l'équipe, il y a des ordres qui viennent certainement de la direction ou de la rédaction en chef du foot pour dénigrer la multipropriété, parce que vous comprenez, c'est caca. Et donc tous les articles de Strasbourg sont à charge. J'en veux pour preuve les notes de l'envoyé spécial hier à Toulouse, des notes qui sont incroyablement basses pour une équipe qui a fait 0-0 à Toulouse sans concéder la moindre occasion de but réelle. Voilà, je trouve pas ça bien, je trouve que ça contribue à détériorer le climat autour du club, mais bon, dire que ça me surprend de la part de l'équipe, ce serait mentir. Fred Lichtel me dit, au vu de la difficulté d'avoir des bons pronostics chaque journée, le fait qu'il y ait toujours des surprises, est-ce un intérêt supplémentaire pour la Ligue 1? C'est rigolo. C'est rigolo de jamais trop savoir qui peut gagner, qui peut faire quoi et que tout puisse se passer. C'est ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du sport. Après, je pense que si Monaco, Lyon, Marseille, le PSG étaient tous les ans engagés dans la lutte pour le titre, voire les places européennes, le championnat n'en serait que de meilleure qualité. Le problème du championnat de France, c'est à la fois que ces équipes soient d'une irrégularité chronique et qu'il y ait des équipes qui arrivent à s'immiscer dans cette lutte-là. Ça a été Strasbourg il y a 2 ans, c'est Brest encore plus cette année. C'est bien parce que tout le monde a sa chance. C'est pas bien pour la régularité du championnat, quoi. Antoine Brice, penses-tu que l'Olympique Lyonnais puisse finir fort en remportant la Coupe de France tout en finissant 7e de la Ligue 1? Je pense qu'il y a plus de chances que Lyon finisse 7e de la Ligue 1 que de remporter la Coupe de France, parce que pour l'instant, très objectivement, il y a quand même un gros écart entre le PSG et Lyon, même si évidemment, moi j'allais dire la finale se joue sur un match, mais tous les matchs de coupe se jouent sur un match, donc c'est pas un bon argument. Mais bon, je pense que le PSG est supérieur à l'Olympique Lyonnais. Finir 7e du championnat, à partir du moment où toutes les équipes devant
n'avance plus, Lens qui a fait match nul, Rennes qui a perdu, Marseille qui a perdu, bah évidemment, l'écart se resserre, et pourquoi pas effectivement voir une équipe comme Lyon retrouver une place européenne, ce qui serait quand même, il faut aussi le reconnaître, une performance assez incroyable compte tenu du début de saison de l'OL. Patrice Loco me dit: combien de fois les arrivées de Gasset et Stéphane ont été saluées? C'est une réussite pour toi, pas de coupe, des défaites en championnat, etc. Je pense qu'avec Jean-Louis Gasset, il y a eu une embellie qui est due à la fois à sa personnalité, sa bonhomie et le fait qu'il ait mis un bon climat. Mais quand t'as un groupe pourri, et je pense que le groupe de l'OM, il est pourri, pas pourri au niveau de la mentalité, mais au niveau de la qualité, bah, tu peux faire ce que tu veux. Je veux dire, c'est le 4e entraîneur avec qui ça fonctionne pas cette année. Bon, bah, à un moment donné, ça veut dire que tu peux mettre n'importe qui, ça marchera pas. Le souci, c'est que c'est que cette équipe, elle est creuse sur le plan physique. Alors, est-ce que c'est dû à la préparation du début de saison de Marcelinho? Je n'en sais rien. Enfin bon, elle a bon dos la préparation quand t'es au mois d'avril. Le souci, c'est que voilà, quoi, il y a pas d'axe de progression dans cette équipe. C'est faible derrière. Il suffit juste de voir que Samuel Gigot est capitaine de l'Olympique de Marseille avec le niveau cataclysmique de ce joueur. Au milieu de terrain, c'est très creux. Il y a des joueurs qui sont en échec total comme Ounahi. Et puis devant, je dirais, à part Aubameyang, il n'y en a pas un qui tire son épingle du jeu. Donc c'est très très compliqué. Quant à Julien Stéphan, il est arrivé, il a apporté une bouffée d'air pur. Il a aussi changé des choses sur le plan tactique. Ça aussi, il faut le reconnaître. Et puis là, depuis quelques matchs, ça coince. Vous savez ce que je pense tous de Julien Stéphan. En général, c'est très bien. La première année, ça se complique la deuxième. On a peut-être là le même phénomène en condensé, même s'il faut attendre un petit peu avant d'avoir un jugement définitif à ce niveau-là. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même moyen de faire mieux avec l'effectif de Rennes que ce qu'on voit depuis quelques matchs. Elias Recham, que penses-tu de la déclaration de Comboiré sur l'absurdité d'un match à huis clos et en prime sur les fumigènes qui font partie du spectacle? Alors, ce huis clos, il est tombé à cause de l'anniversaire de la Brigade Loire contre Strasbourg. Je rappelle, bon, j'étais trop malade pour aller à la Beaujoire, alors que c'est à 70 km de chez moi. J'étais trop malade pour y aller. J'ai donc vu le match à la télé. Et il faut aussi regarder les choses de façon pragmatique et se dire que le match a été arrêté 3 fois à cause de la fumée, ce qui n'est pas malheureusement tolérable. Moi, vous savez, je me suis d'ailleurs souvent fait allumer par les supporters. Moi, les fumigènes, ça m'emmerde. Je trouve même pas ça spécialement joli. Mais bon, il faut aussi reconnaître que c'est une incarnation de la liberté des supporters. Ce que je peux entendre, je pense aussi que cette utilisation des fumigènes devrait être plus encadrée par la Ligue, à savoir, c'est l'anniversaire de la Brigade Loire, c'est l'anniversaire de l'AS Saint-Étienne. On demande ponctuellement d'avoir une animation pyrotechnique à ce match-là. La Ligue l'autorise ou pas, là, après c'est un autre débat, mais voilà, ça c'est une manière d'avoir un consensus. Après, je suis désolé, mais mettre tout le stade de la Beaujoire à huis clos alors que les fumigènes ne sont venus que de la Brigade Loire, déjà je trouve ça complètement con. Et puis ensuite, on n'a qu'à mettre des sanctions financières beaucoup plus lourdes. Hein, je veux dire, là, a priori, on a estimé la perte financière du FC Nantes sur ce match contre Lyon à 1 million d'euros. On n'a qu'à leur mettre 500 000 euros d'amende et continuer. Mais il faut que, encore une fois,
faut arrêter le tout répressif, il faut se mettre autour d'une table et définir un cadre. Je veux dire, à la limite, il y a un grand anniversaire, eh ben on autorise ponctuellement des fumigènes, peut-être on autorise avant le coup d'envoi, à la mi-temps, à la fin du match, mais peut-être pas pendant le match, mais voilà, on fait un pas vers les supporters pour que ce soit plus vivable et que tout le monde ait l'impression d'avoir comment dirais-je, une sorte de démocratie autour du problème. Yvous me dit, on se doutait qu'à force de jouer avec les mercatos, un jour ça coincerait à l'OM. Penses-tu que Longoria peut se réinventer et continuer l'aventure l'année prochaine? Sans Ligue des Champions, le club a-t-il les moyens financiers de ses ambitions? Sans Ligue des Champions, ça me paraît maintenant évident. Ce sera peut-être même sans Coupe d'Europe. Et je veux dire, actuellement, même vu la tournure que prend les événements en ce moment, c'est même plutôt la tournure que ça prend. Je pense que effectivement, sans Coupe d'Europe, les moyens de l'OM l'année prochaine seront extrêmement limités. Je pense qu'ils seront obligés de se séparer de quelques joueurs. Maintenant, je vois pas bien quel joueur, à part peut-être Balerdi, peut avoir une valeur marchande intéressante sur le marché des transferts. Donc on va encore de nouveau tout changer, d'entraîneurs, de joueurs, donc on va repartir de zéro. Et c'est ça le problème avec Longoria, c'est que tous les ans on repart de zéro. Alors les années précédentes, miraculeusement ça fonctionnait, là ça ne fonctionne plus, ça coince. Et je pense que c'est un problème, mais bon, clairement, même si le club a quand même opéré un redressement financier important, il y a malgré tout un souci à l'OM. Jérôme me dit, un avis sur les banderoles dans le COP de la Méno. Je crois que tout le monde sait ce que j'en pense. Moi, ce que je ne supporte pas, mais bon, je sais, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère, donc je suis pas objectif, je fais que le défendre, Je ne comprends pas qu'un supporter de Strasbourg normalement constitué puisse s'attaquer à l'intégrité et à l'amour de Marc Keller pour le Racing Club de Strasbourg. C'est quelque chose que j'avoue avoir beaucoup de mal à supporter. On s'aperçoit que bon an mal an, Strasbourg devrait se maintenir finalement somme toute assez tranquillement, en tout cas plus tranquillement que l'année dernière, où je rappelle quand même que le maintien avait été obtenu à l'avant-dernière journée avec un match nul contre le PSG. Donc voilà, de toute façon, comme je l'ai dit la semaine dernière, les supporters, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent se mettre en costume folklorique alsacien et aller danser devant le parvis de la cathédrale, ça ne changera rien. Bluco est propriétaire du club. Aujourd'hui, bon courage pour racheter le club à Bluco, qui va en plus lourdement investir dans le club, à la fois dans l'équipe première, mais aussi dans les infrastructures. Ils vont payer la partie dévolue au club dans la construction du stade, dans la construction du centre d'entraînement. Ils vont rembourser le CVC et combler le manque à gagner de la saison prochaine dans les tribunes, puisque le stade sera en partie en travaux. Donc si ces supporters, puisqu'ils sont si malins, ils trouvent quelqu'un qui est capable d'endosser ça sur le plan financier, qui se manifeste, hein.